l'opinion publique a été manipulée à croire que les complots n'existaient pas ou qu'il n'existait qu'à l'état de théorie. C'est pour ça qu'on dit tout le temps théorie du complot. On met toujours ces mots-là ensemble dans les médias pour que les gens refusent de croire à la réalité. Puis pour que ceux qui croient que les complots existent réellement, ils seraient des illuminés, des fous ou des paranoïaques. Mais selon le dictionnaire, un complot est un projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre ou une institution. D'après la définition du mot complot, l'histoire de l'humanité est une longue chaîne de complots. Pas des théories, des faits. Un groupe de gens doit planifier secrètement contre un autre groupe pour faire la guerre, non? Les présidents assassinés sont presque toujours victimes d'un complot. La compétition commerciale et industrielle ne peut non plus se faire sans complot. Les gens qui ont les deux pieds sur terre savent très bien que les complots sont bien réels. Ils font partie de notre quotidien. Les grands banquiers internationaux n'auraient pas pu arnaquer nos gouvernements sans complot. C'est la raison pour laquelle David Rockefeller remercie les grands médias d'avoir participé au complot du secret. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle David Rockefeller a dit, lors du discours d'ouverture de la commission trilatérale, « Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux était assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. » Ne deviens pas membre du groupe Bilderberg qui veut. Les quelques 120 membres sont triés sur le volet et doivent être invités à se joindre au groupe. Selon un communiqué officieux du groupe, les invitations sont uniquement envoyées à des personnages importants et respectés qui, de par leur savoir particulier, leurs contacts personnels et leur influence dans les cercles nationaux et internationaux, peuvent promouvoir les objectifs du Bilderberg. On devient membre de Bilderberg par cooptation, c'est-à-dire c'est probablement un comité assez restreint de Bilderbergers qui invite les gens et donc il y a une sorte de contingent ou de caucus par pays qui sont convoqués avec vraiment une palette qui va vraiment des plus grandes familles ou des plus grandes compagnies en termes de puissance économique d'un pays. Les Desmarais, par exemple, au Canada, sont souvent invités. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Quelqu'un à l'intérieur de ce cénacle, de cette coterie d'étistes très sélective, doit tout simplement proposer ton nom. Et à l'intérieur, il doit y avoir consensus. Il fonctionne aussi par consensus. Cet individu-là sera un bon candidat pour notre projet. Et notre projet, c'est quoi? Bien, notre projet, en fin de compte, c'est d'élargir notre espace de jeu. Le but, c'est de créer des oligopoles mondiaux. Un oligopole, c'est une situation où il y a très peu de vendeurs, mais énormément d'acheteurs. Ce qui veut dire que les vendeurs qui sont dans le domaine corporatif, peu importe le créneau, bien à ce moment-là, ils ont beau jeu, en fin de compte, de fixer les prix à la hausse parce qu'il y a énormément d'acheteurs pour leurs produits. L'intérêt, c'est de choisir des gens sûrs, efficaces, qui vont servir une cause commune. La gouvernance mondiale et l'élaboration d'une architecture permettant le bon fonctionnement du système. Parmi les membres présumés ou connus du Bilderberg, il y a les derniers secrétaires de l'OTAN. Tous les présidents américains depuis Eisenhower, sauf, semble-t-il, Ronald Reagan, les barons des médias, dont Conrad Black et Edgar Bronfman, de même que Bill Gates. Parmi les Canadiens qui auraient assisté à au moins une rencontre du Bilderberg, Jean Chrétien, Pierre Elliott Trudeau, Stephen Harper, Raymond Chrétien, alors qu'il était ambassadeur canadien aux États-Unis, Stéphane Dion, Paul Martin et Frank McKenna. Au niveau des personnes connues au Canada, on va avoir le général des armées canadiennes, Jean-Victor Allard, qui est un Québécois, qui est un membre influent, il est décédé aujourd'hui, mais qui est un membre influent des Bilderberg.
Vous avez Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille, qui est un assidu. Vous avez Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau était formé avec l'élite sociétale de Londres, avec la London School of Economics. Et ce monsieur-là a déjà assisté à plusieurs rencontres. On a aussi une rare dame qui s'appelle Marie-Josée Drouin, qui a marié Henry Kravis de la firme financière de Wall Street, Colbert Kravis Roberts. Madame s'appelle Marie-Josée Kravis maintenant. Et elle faisait déjà partie d'un puissant institut de réflexion ici au Canada. C'était le Hudson Institute. Elle était repêchée par les gens du Bilderberg parce que c'est une femme dans son créneau hyper influente. Les nouveaux membres ne sont pas uniquement des gens connus. Plusieurs se font connaître après avoir joint le groupe. On peut penser que c'est justement le groupe qui a contribué à lancer leur carrière. Le groupe Bilderberg est reconnu pour soutenir des politiciens qui partagent sa vision du monde. Ainsi, on dit que Rockefeller a été tellement épaté par un discours donné par Jimmy Carter lors d'une réunion du Bilderberg qu'il aurait fait en sorte qu'il soit élu président des États-Unis l'année suivante. Les membres des Bilderberg financent les grosses campagnes électorales, contrôlent les médias, dirigent des multinationales et des banques. Donc, s'ils ne décident pas directement qui dirigera tel ou tel pays, ils ont la capacité, de par l'influence financière et le contrôle médiatique qu'ils exercent, de favoriser certains politiciens au détriment des autres. On n'a qu'à penser à Bill Clinton aux États-Unis en 1993. Quand il est allé à la première réunion du Bilderberg en 91, Bill Clinton n'était pas encore le candidat du Parti démocrate. Mais au sortir du Bilderberg, il est devenu l'homme, lige et la marionnette préférée de ses maîtres marionnettistes. Madame Thatcher est arrivée au pouvoir en 79 en Angleterre, mais juste avant d'arriver au pouvoir en Angleterre, cette dame-là avait été repérée par le groupe Bilderberg et elle est arrivée à la tête de son parti et elle a fait table rase, elle a fait maison nette et c'est une dame de fer qui a décidé d'en découdre avec les syndicats. Elle a mis les syndicats au pas. La question que plusieurs se posent, est-ce que le président américain Barack Obama fait partie de ce groupe? Au moment où on se parle, il est impossible de dire, hors de tout doute raisonnable, que Barack Obama est un membre en règle. Il est un sympathisant. Il faut savoir que Barack Obama envoie des émissaires aux unions du Bilderberg. Bon nombre de ceux qui ont assisté à la réunion du groupe Bilderberg en 2008 se sont retrouvés dans le gouvernement d'Obama quand il est devenu président. Par exemple, Larry Summers et Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, sont devenus d'importants conseillers économiques d'Obama. Le général James Jones est devenu son conseiller en matière de sécurité nationale. Et j'en passe. La règle d'or des Bilderberg est qu'il est interdit d'en parler. On ne donne pas de conférences de presse, on n'émet pas de communiqués de presse et on ne cite pas les propos des personnes présentes, sinon on n'est plus invité. C'est ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Si vous assistez à la réunion, vous acceptez de ne pas en parler.